Bienvenue pour notre exploration des grands fonds aujourd'hui. On va parler des sources hydrothermales. C'est un monde assez fou, des geysers sous-marins où la vie foisonne. Et ça dans des conditions extrêmes, loin, très loin de la lumière du soleil. Pour en parler, on s'est basé sur pas mal de sources, Wikipédia bien sûr, mais aussi l'Institut océanographique, Géo-Océan, Nausicaa, la NASA, et puis des travaux de chercheurs notamment de l'Ifremer. L'idée, c'est de comprendre ces écosystèmes vraiment uniques et surtout le processus qui leur donne vie, la chimiosynthèse. Il faut dire que leur découverte en 1977, ça a quand même tout changé sur notre vision de la vie sur Terre. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement une source hydrothermale? Euh, Imaginez des sorties d'eau très chaudes sur le plancher océanique. On les trouve surtout le long des dorsales océaniques, là où les plaques s'écartent. Ou alors près de volcans sous-marins. C'est profond, hein? Parfois plus de 4000 mètres. L'eau de mer se filtre dans la croûte, elle se réchauffe énormément au contact du magma. Exactement. Et puis, elle remonte. Mais quand elle remonte, cette eau, ce fluide, il est transformé. Il est généralement acide, sans oxygène, on dit réducteur, et il est bourré de composés chimiques, comme le sulfure d'hydrogène, le fameux H2S, et aussi plein de métaux dissous, du fer, du cuivre, du zinc. Ah oui, d'accord. Et quand ce fluide brûlant, parfois à plus de 350 voire 400 degrés, C'est énorme. oui, quand il rencontre l'eau de mer qui est glaciale, elle, et oxygénée, là c'est le choc. Les minéraux dissous ne peuvent plus rester en solution, ils précipitent d'un coup. Ça forme ces panaches noirs très spectaculaires, les fumeurs noirs. Les fameux fumeurs noirs, oui. Voilà. Et petit à petit, ces dépôts construisent des cheminées minérales, des cheminées de sulfure métallique qui peuvent devenir gigantesques, plusieurs dizaines de mètres de haut parfois. Incroyable. Et il faut savoir qu'il y a une grande diversité de sources. Leur chimie, elle n'est pas toujours la même. Ça dépend beaucoup des roches que l'eau a traversées en profondeur. Ah d'accord. Par exemple, si l'eau interagit avec des roches du manteau, un processus appelé serpentinisation, les fluides sont alors très riches en hydrogène, H2, et en méthane, CH4. C'est le cas du site Lost City, dans l'Atlantique. Là, les fluides sont différents, moins chauds, moins de 90 degrés Celsius, et alcalins, pas acides. Donc une vraie variété de conditions. Oui, on connaît plus de 200 champs hydrothermaux aujourd'hui, mais on est certain qu'il y en a beaucoup plus. L'exploration ne fait que commencer, quoi. C'est fascinant. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est comment la vie peut exister là-dedans? On parle d'obscurité totale, d'une pression écrasante, de température folle, d'une chimie parfois toxique. Et pourtant, en 77, on découvre des oasis pleines de vie. Ça allait contre tout ce qu'on pensait, non? Complètement. Ça a été un choc scientifique. Et la clé, c'est la chimiosynthèse. La chimiosynthèse. Voilà. C'est un processus biologique fondamental là-dessous. Ce sont des micro-organismes, des bactéries, des archadéas, qui sont à la manœuvre. Ils utilisent l'énergie chimique qui est libérée quand ils oxydent les composés réduits des fluides. Le H2S, l'hydrogène, le méthane, c'est ça? Exactement. Ils oxydent ces molécules et, avec l'énergie récupérée, ils fabriquent leur propre matière organique à partir du dioxyde de carbone, le CO2, dissous dans l'eau. C'est l'équivalent de la photosynthèse des plantes, mais au lieu d'utiliser la lumière du soleil. Ils utilisent la chimie. Voilà. L'énergie vient des réactions chimiques. Et donc, ces microbes sont la base de tout. Toute la chaîne alimentaire repose sur eux. Absolument. Ce sont les producteurs primaires de cet écosystème. J'ai lu que certains sont même capables de vivre à plus de 100 degrés Celsius. C'est juste dingue. Oui, oui, les hyperthermophiles. C'est un autre sujet d'étonnement. Et autour de cette base microbienne, alors là, on trouve une faune incroyable, souvent très dense. Des vers tubicoles géants, comme Riftia pachyptila, qui peuvent former de grands buissons. Ceux qui n'ont ni bouche ni tube digestif. C'est ça, hein? On y revient. Il y a aussi des tapis de moules spécifiques, les Batymodulus, des essaims de crevettes aveugles comme Rimicaris qui broutent les sulfures. Et le plus fou, c'est que beaucoup de ces animaux vivent en symbiose très étroite avec des bactéries chimiosynthétiques. Comment ça, en symbiose? Ils hébergent les bactéries à l'intérieur de leur propre tissu, parfois dans un organe spécialisé comme le trophosome chez Riftia. Et ce sont ces bactéries internes qui produisent la nourriture pour l'animal. L'animal leur fournit les ingrédients chimiques et les bactéries le nourrissent en retour. C'est une association incroyable. C'est une adaptation remarquable à cet environnement qui est quand même toxique et extrême physiquement. Et pour Riftia, ces vers géants, on m'a dit qu'ils grandissaient à une vitesse folle.
près d'1 mètre par an. Découverte de la chimiosynthèse, ça a été une révolution scientifique majeure. Ça a prouvé que la vie, complexe, pouvait se développer sans aucune énergie solaire. Et ça ouvre des perspectives énormes. Ah oui, sur l'origine de la vie sur Terre, par exemple. Est-ce que la vie n'aurait pas pu démarrer près de sources de ce type il y a des milliards d'années? C'est une hypothèse sérieuse. Et puis bien sûr, ça excite beaucoup pour la recherche de vie extraterrestre. Sur les lunes glacées comme Europe ou Encelade. Exactement. On pense qu'elles abritent des océans sous leur glace et il pourrait y avoir une activité hydrothermale au fond. Donc potentiellement de la vie basée sur la chimiosynthèse. Et aujourd'hui, l'intérêt pour ces sources ne se dément pas, j'imagine. Non, loin de là. Il y a l'aspect ressources minérales, évidemment. Ces amas de sulfure sont riches en métaux précieux ou stratégiques. Ce qui pose la question de l'exploitation minière sous-marine. Tout à fait. Avec les risques environnementaux que ça comporte pour ces écosystèmes uniques et encore mal connus. C'est un gros débat actuel. Mais il y a aussi l'intérêt pour les biotechnologies. Ces organismes extrémophiles produisent des enzymes, des molécules qui résistent à des conditions extrêmes et qui pourraient avoir des applications industrielles ou médicales. Un potentiel énorme. Et puis, ça reste un laboratoire naturel fantastique pour comprendre les grands cycles de la planète, le cycle du carbone, des métaux et surtout l'adaptation de la vie. D'ailleurs, il est intéressant de voir que d'autres écosystèmes des grands fonds, comme les suintements froids où du méthane s'échappe, ou même les carcasses de baleines qui tombent au fond, Ah oui! les reposent aussi sur la chimiosynthèse. Ça suggère que ces oasis basées sur la chimie sont peut-être plus répandues et connectées qu'on ne le pensait. Elles auraient pu servir de relais pour l'évolution et la dispersion de la vie dans les abysses. Donc, pour résumer, ces sources hydrothermales, c'est bien plus que des curiosités géologiques. Ce sont des mondes à part entière où la chimie remplace le soleil comme source d'énergie primaire. Et ça permet le développement d'écosystèmes luxuriants, uniques, qui nous obligent vraiment à revoir notre définition de la vie et de ses limites. Exactement. C'est une leçon d'humilité et d'émerveillement. Et ça laisse songeur quand même. Si la vie a pu trouver une voie si différente, basée sur une énergie alternative dans les profondeurs de nos propres océans, quelles autres formes de vie, fonctionnant selon des règles peut-être encore plus surprenantes, pourraient exister, soit dans les zones encore inexplorées de notre planète, soit bien plus loin dans l'immensité de l'univers. Une question vertigineuse pour terminer. Merci beaucoup. Merci à vous.